Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans un nouveau décor, dans une nouvelle maison. Enfin tout est nouveau. Et je vous fais enfin à nouveau une vidéo face caméra du coup. Pour vous parler de toute mon année d'école d'auxiliaire. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont été demandées. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions, de vous donner un maximum d'informations sur comment se déroule la formation, etc. Tout ne sera évidemment pas dans cette vidéo, je referai d'autres vidéos un peu plus précises sur certains sujets. Mais là on va vraiment parler en fait du gros de l'école, de comment ça se passe, des évaluations, tout ça. J'essaierai de pas trop m'éparpiller, je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je vais essayer de faire ça assez simple et assez clair. Donc pour commencer, je vais vous parler en fait de ma rentrée en école d'auxiliaire. Donc pour moi c'était il y a 1 an et demi, je suis diplômée depuis le mois de juillet. Je suis rentrée en école d'auxiliaire fin août 2017 et j'ai été diplômée début juillet 2018. La rentrée, donc je suis allée directement à l'école, il y a eu une pré-rentrée où ils nous ont tout expliqué, on a rencontré notre classe. En début d'année, la plupart des écoles en tout cas fonctionnent comme ça, il y a beaucoup de choses où il faut qu'on se présente, où on essaye un petit peu de créer des liens entre nous. Et puis il y a toutes les informations qui vont concerner la formation, plus le financement de la formation, donc il y a toute une partie administrative, et les stages et les modules. Tout ça, ça serait pas vraiment utile en fait que je vous détaille tout parce que vraiment d'une école à l'autre c'est très différent. Du coup ça servirait pas trop, je vais vous parler rapidement du financement, de comment ça s'organise parce que c'est des questions que vous m'avez posées. Mais attention, dans cette vidéo je vous parle vraiment de mon expérience à moi, de mon école. Et toutes les écoles sont différentes, tout le monde fonctionne différemment. Donc les informations que je donne ne sont pas forcément l'unique et seule solution qui existe et voilà, il y a plein de pratiques différentes dans toutes les écoles. Je suis rentrée en école d'auxiliaire de puériculture et on a attaqué directement avec 1 mois de cours, 5 semaines très exactement, où vraiment du coup ça nous a permis d'avoir pas mal de bases pour pouvoir ensuite aller en stage, donc dans notre premier stage. Donc l'alternance stage-école, en tout cas dans mon école, on a fait 5 semaines de cours, 1 mois de stage, à chaque fois les stages sont des stages de 4 semaines. 1 semaine de vacances, 3 semaines de cours, 1 mois de stage, 1 semaine de vacances, 1 semaine de cours, 1 mois de stage, 4 semaines de cours, 1 mois de stage, 1 semaine de vacances, 2 semaines de cours, 1 mois de stage et ensuite c'était fini. Voilà, donc ça c'est pour notre école. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus régulières où c'est vraiment beaucoup plus cadré, 2 semaines, 4 semaines, 2 semaines, 4 semaines. Chez nous ça s'est passé comme ça. Ensuite au niveau des modules, au niveau de l'alternance, dans mon école, c'était éparpillé, on faisait 1 semaine sur un module, 1 semaine sur un autre module. Un module, pour celles qui ne savent pas, c'est en fait les unités de formation que vous avez à passer. Il y en a 8 en école d'auxiliaire, je vous les détaillerai tout à l'heure. Et il faut valider en fait ces 8 unités de formation pour pouvoir avoir son diplôme. Chaque unité de formation traite d'un sujet précis. Donc moi dans mon école, on alternait en fait un module, ensuite la semaine d'après un autre module, etc. Comme ça nous a permis d'aborder plusieurs modules avant de rentrer en stage et donc d'avoir vu plusieurs thématiques. Et ça nous a permis aussi d'éviter la redondance, d'éviter de se lasser au bout d'un moment et de plus arriver à assimiler les choses. Le fait de changer de module, du coup, ça permettait un petit peu d'être plus diversifié au niveau des cours. Après ça a un petit peu aussi ses difficultés parce qu'il y a des modules qu'on a fait au mois de septembre et ensuite qu'on n'a pas refait jusqu'au mois de mai, donc forcément on a un petit peu oublié ce qu'on a fait en septembre, mais personnellement moi ça me convenait plutôt bien comme alternance. Le souci entre guillemets dans cette manière de fonctionner, c'est que certaines personnes dont je faisais partie ont passé leur MSP 3. Donc alors la MSP c'est pareil, je vous détaillerai ça plus précisément dans une vidéo et je vous en reparlerai un petit peu aussi ici. La MSP 3, donc ça correspond en fait au module 3. Je l'ai passé avant même d'avoir mon cours sur le module 3, ce qui est un petit peu compliqué parce que du coup, pendant cette mise en pratique, on a des questions qui concernent la maladie, les pathologies. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit dans le module 3, mais du coup, nous, on l'avait pas encore fait, on a quand même été évalué dessus. Mais après, c'est l'organisation de l'école qui obligeait un petit peu ça, et il y a forcément des points négatifs dans toute organisation. Donc rapidement je vous fais un détail de tous les modules. Donc il y a 8 modules. Ces 8 modules sont à valider pour pouvoir valider votre diplôme. À côté de ces modules là, il y a des mises en pratique. Ces mises en pratique rentrent également dans certains modules. Je vais vous expliquer module par module en fait comment chacun sont évalués. Il me semble que c'est national, que c'est partout pareil. Mais si je me trompe, n'hésitez pas les filles qui ont été en école à me le dire en commentaire parce que peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas. Dans notre formation,
Alors c'est pareil, d'une école à une autre, les pratiques sont différentes. On avait un livret de suivi pédagogique et un projet pédagogique dans lequel tout était détaillé. Donc dans notre livret de suivi pédagogique, on a comment faire une démarche de soins. Alors la démarche de soins, c'est pareil, pour celles qui ne connaissent pas du tout, là je vous parle sûrement chinois. Je vous en reparlerai vraiment dans ma vidéo sur la mise en situation professionnelle, donc la MSP. Mais voilà, en tout cas nous on avait donc un livret qui nous accompagnait tout au long de l'année avec comment faire la démarche du soin, le matériel à avoir, les modules un par un, la méthodologie pour chaque module, tout ça. Donc du coup moi je vous reprends ça comme ça vraiment, je vous lis ce qui a été écrit par l'école. Donc le premier module, il y en a 8, il faut tous les valider, donc avoir au-dessus de 10 à chaque module pour pouvoir valider son diplôme. Il faut avoir au-dessus de 10, alors selon les modules, parfois c'est une moyenne entre 2 examens, parfois il faut absolument avoir 10 à la mise en situation professionnelle pour les modules dans lesquels il y a une mise en situation professionnelle. Je vais vous faire le détail. Donc le premier module, il s'appelle Accompagnement d'un enfant dans les activités de la vie quotidienne. Pour ce module, c'est évalué par un écrit et une mise en situation professionnelle. Donc l'écrit, c'est quelque chose que vous allez faire en classe, c'est une évaluation, ça peut être un QCM, ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des schémas à remplir, des tableaux à remplir, tout ça. Et tout ça, c'est évalué sur 20. Donc vous avez votre note et ensuite vous avez votre note en mise en situation professionnelle. Donc ça va être en fait une mise en pratique que vous ferez donc pour le module 1 en milieu sain. Un milieu sain, ça va être la crèche ou parfois certaines écoles font ça aussi en maternité parce que c'est considéré comme un milieu sain. Ensuite ça peut être également dans un foyer pour enfants, dans une pouponnière, etc. En tout cas ce n'est pas sur un enfant malade. La MSP donc de ce premier module, elle est sur 20. Il y a, il me semble, si je me souviens bien, 12 points pour l'examen pratique et 8 points pour la démarche de soins. La démarche de soins, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus précisément dans ma vidéo, mais en fait c'est alors on peut le faire sous forme de tableau ou autre, mais en tout cas c'est un recueil d'informations et de données sur la situation sur laquelle on va pratiquer, sur l'enfant sur lequel on va pratiquer, dans laquelle on parle de plein d'éléments différents qui vont orchestrer en fait votre pratique auprès de cet enfant. Donc 12 points aux soins, 8 points à la démarche de soins, donc ça c'est de l'écrit et ensuite vous l'exposez à l'oral, et ça vous fait votre note de MSP. La MSP, pour la valider, il faut avoir la moyenne aux soins et il me semble la moyenne en tout, donc c'est à dire qu'il faut avoir plus de 10 mais il faut avoir au moins 6 sur 12 aux soins. Si vous ratez ça, donc que ce soit la MSP ou l'écrit, vous avez un rattrapage. Et ça, c'est valable pour tous les modules. Les rattrapages, ils se font selon comment l'école a décidé de le faire, soit sur le même stage, soit sur un autre stage. Pour les écrits, soit la même semaine, soit en fin d'année. Ça, c'est propre à chaque école. Pour le détail donc de ce module 1, c'est un module en fait qui va porter sur tout le développement de l'enfant, de sa naissance à ses 18 ans. Toute sa pratique quotidienne mais qui n'a aucun rapport avec la maladie, donc ça va être l'alimentation, ça va être les soins d'hygiène, le change d'une couche, comment se récréer, son développement psycho-affectif, son développement psychologique, son développement moteur, etc. Donc c'est un module qui est assez conséquent, dans lequel il y a beaucoup d'informations et ça regroupe vraiment toute l'évolution de l'enfant. Alors après vous vous rendrez bien compte en classe qu'en 10 mois on n'a pas le temps de tout aborder, c'est à vous aussi de chercher certaines choses de votre côté. Ensuite le module 2 concerne l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie. Donc là ça va être en fait tout ce qui concerne effectivement la maladie, les changements d'état, les maladies qu'on va retrouver chez l'enfant, tout ce qui est du coup anatomie. C'est dans ce module-là qu'il va falloir apprendre pas mal de choses sur l'appareil osseux, l'appareil respiratoire, tout ça, pour comprendre les mécanismes en fait des infections, des maladies, du développement, il y a aussi du psychologique. Enfin, là, on va être vraiment au cœur de l'enfant qui a une pathologie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, que ce soit une infection ou que ce soit une maladie incurable. C'est dans ce module-là que vous allez tout voir. Ce module, il est évalué juste par un écrit que vous avez en classe à la fin de vos semaines de module.
Alors je sais que vous allez me demander le détail de chaque évaluation. Déjà je me souviens pas de tout parce que du coup il y en a qui remontent il y a un an maintenant. Et surtout d'une école à l'autre c'est très différent. Je sais que le module 2 c'est un module qui fait peur parce qu'il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre, etc. Nous dans notre école il n'y avait pas de schéma le jour de l'évaluation, c'était beaucoup de mise en situation en fait où il fallait, donc on avait un cas clinique, tel enfant de tel âge, perte de poids, fièvre, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire en cas d'hyperthermie, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel est votre rôle en tant qu'auxiliaire de peur, etc. De toute façon, la plupart des évaluations, elles jugent pas votre capacité à apprendre par cœur, elles jugent votre posture professionnelle. Comment vous allez, vous, en tant qu'auxiliaire de puère, pouvoir succomber à certains besoins pour tel enfant. Donc il faut connaître les limites de sa fonction, il faut connaître ce qu'on peut faire, et très souvent, nous, on avait une question: quel est le rôle de l'auxiliaire? 2 points, et c'est tout. Et il fallait que nous, on liste quel était notre rôle dans telle ou telle situation. Donc on passe au module 3, les soins à l'enfant. Et là du coup j'ai un peu bugué parce que je me souvenais plus comment il s'appelait ce module. Donc en fait ça rejoint le module 1. Je vous ai dit dans le module 1 qu'il y a toute la pratique au niveau de soins d'hygiène, au niveau de soins de confort. De toute façon tous les modules se regroupent. Hein. Le module 3 c'est pareil, vous allez avoir des soins, mais là du coup vous aurez des soins et sur enfants malades et sur enfants sains. Vous allez aborder un tas de choses. Il y a des écoles d'ailleurs, il me semble, qui abordent les modules en même temps pour éviter de cloisonner. Et ce module-là, il est évalué uniquement par une mise en situation professionnelle. Et donc, cette mise en situation professionnelle, elle se fait dans un milieu dit avec enfants malades. Et c'est à ce moment-là que du coup, vous allez devoir regrouper avec le module 2, tout ce que vous avez vu dans le module 2 au niveau des pathologies, etc. Vous allez aussi le voir pendant le module 3. Et donc pendant votre mise en situation professionnelle, il va falloir que vous montrez que vous avez acquis des notions au niveau de l'enfant malade, de votre pratique, de ce qu'il faut faire en termes de soins, de ce qu'il faut connaître au niveau des pathologies, etc. Dans ce module 3, il y a aussi la formation de gestes au premier secours qui vous permet de valider donc le module. Cette MSP là, pareil, hein, j'en reparlerai plus en détail dans ma vidéo sur la MSP, c'est une MSP qui est sur 30 points. Il y a 20 points sur le soin et 10 points sur la démarche de soins. Ensuite, nous avons le module 4 qui est le module d'ergonomie. L'ergonomie, c'est quoi? C'est comment vous allez vous positionner, votre posture pour en fait prendre soin de vous. Donc là, c'est un module qui est vraiment pour soi, pour notre avenir en termes médicaux, pour être bien dans son métier, pour ne pas trop se fatiguer, ne pas se faire mal, créer des douleurs, etc. Parce que c'est un métier qui est quand même relativement physique. Donc on a un module qui nous apprend en fait à utiliser les bons gestes pour éviter de se faire mal au travail et de s'épuiser au travail. Ce module-là, c'est pareil, c'est uniquement de la pratique pour l'évaluation et alors, dans ma formation, mais je crois que dans les autres formations, ça peut être différent. Nous, dans notre formation, elle est évaluée en même temps qu'une mise en situation professionnelle. Pendant notre mise en situation professionnelle, notre formatrice faisait également attention à notre posture au niveau de l'ergonomie et du coup c'est là qu'elle nous évaluait. Il me semble qu'il y a des écoles où vous êtes évalué directement à l'école sur un cas, une pratique mais avec mannequin ou avec un collègue de formation. Ça c'est propre à chaque école. Ensuite le module 5, alors ça c'est un module qui fait aussi beaucoup parler et sur lequel vous m'avez posé beaucoup de questions. Il y a des chances du coup que je fasse une vidéo consacrée totalement au module 5. Je suis pas sûre que ça soit tellement pertinent parce que je crois que d'une école à l'autre c'est pareil, ça change. Mais je pourrais quand même vous parler un petit peu de ce module plus en détail et surtout de ce que j'ai fait, de comment j'ai organisé mon travail pour pouvoir réussir ce module. Le module 5 c'est le module relation-communication. Et c'est un module en fait pour lequel l'évaluation c'est un dossier et un oral. Donc en fait vous présentez une situation de communication que vous avez rencontrée pendant l'un de vos stages. Vous présentez ça d'abord par écrit, en un dossier, vous expliquez la situation, qu'est-ce qui vous a dérangé, qu'est-ce qui a été compliqué, comment vous avez géré, ou alors d'ailleurs ça peut être une situation qui n'a pas été compliquée, mais pourquoi en fait cette situation vous a interrogé, vous présentez ça en un écrit. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, je vous résume, mais je vous en parlerai plus précisément plus tard. Et ensuite, vous rendez ce dossier à vos formateurs. Vos formateurs le lisent et quelques mois plus tard, donc nous c'était je crois 3 mois après, vous passez un oral sur ce dossier et en fait, pour préparer cet oral, vous relisez votre dossier
et vous prenez une distance critique envers ce que vous aviez fait et vous essayez de donner d'autres solutions, d'expliquer pourquoi vous avez agi comme ça, de prendre du recul, de voir si oui ou non vous aviez agi comme il faut. Et en fait, à ce moment-là, vous allez montrer qu'en tant que professionnel, vous arrivez à vous remettre en question, vous arrivez à avoir une certaine distance critique, vous arrivez aussi à reconnaître que vous avez réussi des fois ou pas. Faut pas, enfin voilà, c'est vraiment pas un oral où il faut se flageller, au contraire, il y a des choses qu'on fait qui étaient bien à ce moment-là et on peut redire que c'était bien, mais il faut aussi qu'on puisse se remettre en question. Donc souvent il fait un peu peur cet écrit et cet oral. Bon, après les oraux on a toujours un peu du mal, il y a beaucoup de gens qui sont pas très à l'aise avec ça. Pour moi ça s'était très bien passé, comme je vous l'ai dit je vous ferai une vidéo dessus où vraiment je vous redonnerai tous les détails par rapport à ma formation, de ce que j'ai fait, de comment je l'ai fait. Ça s'est bien passé, mais par contre je vous cache pas qu'effectivement c'était un module qui était un petit peu compliqué, c'est difficile de revenir sur ce qu'on a fait, de construire un dossier très complet, etc. Mais j'essaierai de vous parler de tout ça plus en détail. En gros, pour le cœur de ce module, c'est un module qui va vous permettre d'améliorer ou même d'apprendre à communiquer avec les enfants, avec les familles, avec vos collègues. Et c'est un module qui est hyper enrichissant, même personnellement, dans sa vie de tous les jours. Moi, personnellement, c'est un module... On a commencé par ce module-là quand je suis rentrée en classe. Et dès la première semaine, c'est un module qui m'a apporté beaucoup sur ma vision des choses, sur ma vision du monde, sur le jugement, sur l'esprit critique que je pouvais avoir, etc. Très sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, ce module-là, c'est quelque chose qu'il faut prendre très à cœur et qu'il faut arriver à... Enfin, dans lequel il faut arriver à s'investir à 100% pour changer ses comportements sur plein de situations. Ensuite, on en arrive au module 6, qui est le module d'hygiène des locaux hospitaliers. Là, très simplement et très succinctement, c'est un module dans lequel on apprend à désinfecter, à nettoyer, à faire le ménage dans les locaux, alors pas forcément hospitaliers, d'ailleurs il s'appelle hospitalier mais c'est pareil à la crèche. Il y a des protocoles, il y a des manières de faire pour nettoyer les lieux, pour nettoyer les objets, pour désinfecter tout ce qui appartient à l'enfant, etc. Et donc c'est pendant ce module-là que vous allez apprendre tout ça. C'est très important parce que beaucoup ne savent pas que dans notre métier, on a aussi une partie hygiène qui est très importante. Déjà, quand on est auprès du patient, mais aussi à côté de ça, ça fait partie de notre rôle en tant qu'auxiliaire de puériculture de nettoyer les locaux, de désinfecter le matériel qui a été utilisé pour les enfants, de faire le ménage des chambres avec la SH, etc. Peut-être ça en surprendra certaines, mais oui, ça fait partie de notre travail et c'est autant notre travail que notre présence auprès des enfants. Donc il y a tout un module là-dessus qui est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on rentre en école, qui est aussi un petit peu frustrant parce que tout ce qu'on va voir pendant ce module-là, c'est pas forcément toujours ce qui se passe sur le terrain. Et pourtant c'est super important pour éviter la surinfection, pour éviter la transmission de maladies, etc. Donc voilà, ce module-là, il est évalué par un écrit aussi, donc à la fin des semaines de cours, vous avez un écrit tout simple comme sur les autres écrits, avec des questions diverses, soit en QCM, soit en questions ouvertes, où vous répondez pour montrer vos connaissances sur le sujet, et pareil, où vous donnez votre rôle aussi en tant qu'auxiliaire de puériculture par rapport à l'hygiène. Ensuite, le module 7, c'est le module de transmission. Alors, ce que je comprends pas, c'est que sur ma grille d'évaluation, il y a marqué écrit et oral. Moi, dans mon école, c'était seulement un écrit. C'est sûrement parce que ça doit dépendre des écoles. Nous, on a juste eu un écrit. Transmission des informations, donc en fait, c'est un module où on va vous apprendre tout simplement à transmettre les informations auxquelles vous avez été confrontés toute la journée. Donc ça fait partie de notre métier aussi, que ce soit à l'hôpital ou à la crèche, il y a des transmissions envers les parents, il y a des transmissions avec le pédiatre, il y a des transmissions avec les infirmières, il y a des transmissions avec l'équipe de relève, et en crèche, il y a des transmissions avec les parents, et pareil avec les collègues qui prennent la relève. Donc là, en fait, vous allez apprendre à remplir une grille de transmission, que ce soit informatique, que ce soit papier. Vous allez voir tout ce qu'il y a à dire pendant les transmissions. Vous allez aborder aussi la question du secret professionnel. Enfin, chaque école aborde ce module différemment, mais en gros, c'est ces sujets-là qui sont abordés. Et l'évaluation, pour ma part, c'était
une grille de transmission comme on peut retrouver encore dans les hôpitaux qui sont pas passés à l'informatique, où il fallait remplir toutes les données, la fièvre, les urines, les selles, la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été fait, faire des courbes et transmettre aussi à l'oral, dire qu'est-ce qu'on se transmet à l'oral, qu'est-ce qui est important de dire, quelles sont les informations qui sont pas forcément utiles, etc. Savoir faire le tri en fait dans les informations. Et ensuite le dernier module, donc le module 8, c'est l'organisation du travail. Et ce module là je trouve qu'il ressemble un petit peu au module 7, en fait ça va concerner tout ce qui est planning. Tout ce qui est planning, que ce soit le planning des professionnels, donc les horaires de chacune, et le planning de la journée, comment on va organiser la journée, quels soins on va faire à quel moment, en crèche quelle activité on va faire à quel moment. Et l'évaluation c'était sur le même principe que le module 7, c'était un tableau à remplir avec la présence de chacune, alors c'était en crèche je crois le tableau qu'il fallait remplir, c'était il y avait la présence de chacune, les activités de chacune, les soins de chacune, et il fallait en fait organiser tout ça pour que tout se passe bien, pour que tout se goupille correctement et que rien ne se chevauche. Voilà pour tous les modules, je suis désolée, je peux pas vous faire de détails plus précis parce que vraiment ce serait super long si je vous détaillais tout un par un, mais de toute façon sur internet vous pouvez retrouver le détail de chaque module. Et encore une fois, comme je vous le dis, même si le cœur de chaque module est le même, d'une école à l'autre, les pratiques et les enseignements se font pas de la même manière. Donc là j'ai abordé les modules et les évaluations, je vous ai parlé un petit peu comment s'organiser l'année, je vais vous parler des cours à proprement parler. Nos cours, ils étaient tous différents, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, tout était différent, déjà parce que les modules étaient différents et surtout parce que les intervenants étaient différents. On avait nos formatrices qui nous faisaient les cours vraiment théoriques avec tout ce qu'il fallait vraiment savoir, et ça regroupait toutes les infos en fait qu'il y a dans le livre, le guide de l'auxiliaire de puère. Le livre, enfin c'est le manuel dont on se servait pour la formation. Donc là voilà, on avait vraiment les informations de base. À côté de ça, on avait beaucoup de TD et de TP, surtout de TP, donc en travaux pratiques, mais même de TD, dans lesquels il fallait faire des recherches, des exposés, présenter des dossiers. Il y a beaucoup de cours que nous avons menés, donc en fait on avait 2-3 heures pour faire nos recherches, et puis l'après-midi on présentait chacune nos recherches, et en fait ça constituait le cours. Chacune avait un thème différent et ça constituait le cours, donc ça nous permettait d'assimiler des choses en faisant les recherches et ensuite de partager aussi ensemble, d'être un petit peu plus à l'aise à l'oral et d'être vraiment dans une discussion entre nous toutes. Ensuite il y avait de la pratique un petit peu. Alors ça, la pratique, il y en avait en cours sur les soins de base, il y en a eu un petit peu mais pas énormément, ça s'est surtout fait en fait pendant les stages, la pratique, mais voilà, quand même en classe on nous montre un petit peu les soins de base, les règles de base, parce que sur le terrain c'est pas toujours pareil, donc c'est quand même bien de les voir en cours. Et on avait beaucoup d'intervenants qui venaient, donc de toutes sortes. On a eu des auxiliaires de puère, on a eu des éducatrices jeunes enfants, on a eu des pédiatres, on a eu des médecins, des sages-femmes, des psychologues, des psychomotriciennes, dentistes, enfin on a eu vraiment toutes sortes d'intervenants qui eux venaient parler du coup de leur métier, de leur pratique et souvent d'un thème particulier sur lequel ils avaient travaillé et qui venaient en fait compléter toutes les informations qu'on avait eues par rapport à notre... Voilà, je pense que pour tout ce qui est de cours, j'ai quand même fait le tour dans sa globalité. Comme je vous le dis, je peux vraiment pas être plus précise parce que sinon cette vidéo elle durerait des heures et enfin vous verrez bien sur le terrain parce que c'est pas pareil d'une école à l'autre. Et puis voilà, je peux pas résumer 10 mois de formation en 15 minutes de vidéo, donc j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel. Là maintenant je vais vous parler des stages. Donc en formation d'auxiliaire de puériculture, on a 6 stages si on est en cursus complet, c'est-à-dire qu'on est rentré par voie classique. En fait, le cursus complet, c'est pour tout le monde, sauf les personnes qui ont un bac pro sanitaire et social. Alors je sais plus exactement, je crois que c'est SAPAT et ASSP. Elles ont un petit peu moins de cours et un petit peu moins de stages, mais là-dessus je suis pas super calée, donc je vais éviter de vous en parler. Si vous avez besoin, il y a des filles qui peuvent mettre en commentaire votre parcours si vous l'avez fait en partiel. Mais moi je vais vraiment vous parler du parcours complet. Donc en parcours complet, on a donc tous les cours dont je vous ai parlé et on a 6 stages. 6 stages de 4 semaines. Ces 6 stages, ils sont choisis par l'école. Alors il paraît qu'il y a des écoles qui n'attribuent pas les stages. Moi j'ai vu aucune école comme ça. Je crois que c'est à Paris qu'il y a une école où c'est les élèves qui doivent trouver leur stage, mais bon,
ça me surprend. Nous en tout cas c'est pas comme ça, et la plupart des écoles, je dirais 95% des écoles, c'est les écoles qui attribuent les stages. Sur ces 6 stages, il y a 2 stages en crèche obligatoires, un stage en milieu hospitalier enfant malade obligatoire, donc ça peut être de la pédiatrie, ça peut être de la néonate, ça peut être de la réa, ça peut être un service... Enfin en fait ça peut être tous les services spécifiques pédiatriques. Alors après moi j'en connais pas trop parce que j'ai pas de grands hôpitaux ici, mais voilà, ça peut être dans les grandes villes, il y a plein de services spécifiques en pédiatrique. Ensuite il y a un stage en maternité et il y a un stage, alors donc sur ce stage là ça comprend soit une structure sociale, soit la PMI, soit une structure avec des enfants porteurs de handicap, soit une structure avec des enfants atteints de troubles psychologiques. Donc là ça peut être l'un des 5, 4, 5. Et voilà, ça dépendra des structures qu'il y a autour de chez vous et de ce que l'école vous attribue. Et ensuite il y a un 6e stage qui est le stage optionnel. Et ça c'est pareil, ça dépend des écoles. Nous dans notre école, il était positionné n'importe quand dans l'année. Mais alors il s'appelle optionnel mais il est obligatoire. Et en fait ce stage là, normalement, quand tout se passe bien, il correspond au stage de votre projet, enfin qui va définir votre projet professionnel, ou d'un stage que vous avez eu envie de découvrir et que vous n'avez pas pu faire le long de votre année. Souvent c'est des stages qui sont à l'extérieur de votre département. Moi c'était la maternité et donc c'était à l'extérieur de mon département, mais c'était pas vraiment par rapport à mon projet professionnel. C'est surtout parce qu'au niveau de la maternité de ma ville, ils pouvaient pas accueillir assez d'élèves, donc du coup mes formatrices m'ont demandé de faire mon stage en maternité en extérieur, et du coup le stage qui correspond à mon projet professionnel, c'était un 2e stage en structure sociale. En fait j'ai fait 2 stages en structure sociale et les 2 dans ma ville, et j'ai fait mon stage en maternité en extérieur. Enfin bref, c'est un peu compliqué, dans notre école ça s'est pas passé exactement comme ça se passe dans la plupart des écoles, mais voilà, normalement en théorie, le stage optionnel, c'est le stage qui correspond à votre projet professionnel ou à une structure que vous avez absolument envie de découvrir, et c'est vous qui cherchez ce stage. Donc du coup voilà, ça va s'organiser au niveau de votre école, au niveau de vos formatrices. Pour vous donner une idée, moi j'ai fait mon premier stage en crèche, ensuite je suis allée en pédiatrie, ensuite je suis allée en foyer pour enfants avec des enfants de plus de 6 ans. Ensuite j'ai refait une crèche, ensuite j'ai fait le centre maternel donc qui accueille des mamans avec leurs enfants, et pour terminer j'ai fait mon stage en maternité. Pendant ces stages là, et avant chaque stage en amont en fait à l'école, il va falloir que vous établissiez une liste d'objectifs de stage. C'est en fait toutes les choses que vous allez vouloir et devoir atteindre pendant votre stage. Donc tous les acquis, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie de découvrir, comment vous allez vous positionner, c'est ce qui va un petit peu vous aider à rester sur une trame bien précise pendant votre stage et à ne pas oublier certaines choses, parce que du coup en classe il y a des choses qu'on n'a pas forcément le temps de voir. Donc c'est sur vos objectifs de stage que vous allez noter par exemple toutes les pratiques que vous souhaitez faire. Ces objectifs de stage, ils évoluent au cours du stage et ils évoluent aussi entre votre premier stage et votre dernier stage. En premier stage, on va être beaucoup sur de l'observation, en dernier stage, on va être beaucoup dans de l'action et sur des choses beaucoup plus précises. Avant d'aller en stage, il faut toujours appeler la structure pour simplement des questions pratiques. En fait, vous appelez la structure, vous vous présentez, vous vous rappelez bien que vous allez venir parce que des fois il y a des structures qui zappent, et vous demandez vos horaires, comment ça se passe pour manger, s'il faut amener votre repas ou pas, votre tenue, et puis s'ils ont des informations particulières à vous donner concernant le stage. Chaque stage est évalué. En fait, à la fin de chaque stage, vous avez une grille de compétences à valider. Chaque compétence correspond à un module. Donc chaque module a entre 5 et 10 compétences qui sont validées pendant les stages. Elles sont notées de 0 à 3 en fonction de si c'est maîtrisé ou pas. Et toutes ces petites notes, tous ces petits chiffres là, ils font une moyenne, qui ensuite sont additionnées entre elles, qui vous font une note de stage, qui sont additionnées entre chaque stage et qui valident chaque compétence, et qui le tout est additionné à vos notes de l'année pour chaque module et qui donc validera votre année. Donc c'est un petit peu compliqué sur tout ce qui est notation au niveau des stages, ça se fait tout informatiquement parce qu'il y a une 50aine de compétences entre 0 et 3, donc ça fait plein de petites notes, plein de petites virgules, enfin c'est un peu compliqué parce que chaque stage s'additionne entre eux, ça vous fait des moyennes sur chaque compétence. En tout cas le tout c'est de valider chaque compétence, donc d'avoir la moyenne dans chaque compétence. Mais tout ça, ça sera calculé au fur et à mesure de l'année, et puis normalement vos formatrices en mi-parcours, elles vous disent un petit peu où vous en êtes et quelles sont les compétences où il faut vraiment assurer pour pouvoir valider votre année. Ensuite sur cette grille là il y a aussi une appréciation écrite, donc ça c'est surtout pour vous, pour voir un petit peu comment s'est passé votre stage, où vous vous situez,
Et ça peut servir aussi si votre note en fait est un petit peu entre deux, le jury va aussi regarder au niveau des appréciations, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que les professionnels disent de vous, est-ce que là c'était juste une erreur de parcours, etc. Ça peut aider pour ça, et aussi ça peut aider pour postuler plus tard, parce que toutes ces grilles-là, vous allez les récupérer à la fin de l'année, et si vous avez des bonnes appréciations, vous pouvez les envoyer quand vous envoyez vos candidatures aux structures, ça peut être très avantageux si vous avez des bonnes appréciations. Pendant ces stages-là, il y a des évaluations pratiques, donc les MSP dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous en parlerai beaucoup plus précisément dans une vidéo consacrée à ça, mais en gros, et je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les écoles, vous avez, avant de passer votre vraie pratique, une MSP blanche, donc une évaluation formative, ils appellent ça, où en fait vous faites une mise en pratique, mais la note ne compte pas, c'est juste pour voir déjà comment ça se passe, comme ça le jour où vous serez vraiment évalué, vous saurez, et pour que votre formatrice vous fasse un retour un petit peu sur ce qui va pas, ce qui est amélioré pour le jour J. Et après cette évaluation formative, normalement, au stage d'après, vous avez votre évaluation pratique, donc ça peut être le stage d'après ou celui d'encore après. Vous avez donc vos deux évaluations pratiques, vous en avez une pendant votre stage en milieu sain et une pendant votre stage avec en format lettres. Donc vous n'avez pas de mise en situation pratique à tous les stages, c'est seulement sur 2 stages pour la vraie évaluation, sauf si vous avez des éventuels rattrapages. Cette mise en situation professionnelle, je vous ferai tout le détail dans une prochaine vidéo, c'est promis. Mais en gros, pour faire simple, vous avez votre formatrice qui va venir, il y aura votre tutrice de stage qui sera là, vous allez réaliser un soin, vous allez exposer votre démarche de soin et ensuite vous obtiendrez votre note qui vous permettra ou pas de valider votre pratique. Du coup, je pense qu'avec toutes ces informations, vous savez à peu près comment on valide l'année. En gros, c'est vos évaluations écrites, certains oraux, les mises en pratique, les évaluations de stage, tout ça additionné, ça fait des notes et à la fin, vous validez ou pas votre année scolaire. Il y a aussi des rattrapages pour chaque évaluation, donc voilà, il y a toujours une chance. Quand bien même vous n'avez pas validé un des modules et vous n'avez pas non plus réussi le rattrapage, vous n'avez pas à repasser toute votre année d'école. Tout module validé est validé. Donc si vous ratez un module, et ben, vous revenez l'année prochaine, quand il y aura des places, dans la classe et vous repassez seulement ce module-là. Mais tout module validé est validé pendant, il me semble, 5 ans. Ensuite, j'ai un dernier truc à vous dire par rapport à cette année-là et pour moi c'est la chose la plus importante, j'en ai souvent parlé sur Instagram, je me suis un petit peu confiée là-dessus. C'est le conseil que je vous donne en fait sur cette année d'auxiliaire puère, c'est prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Vraiment, prenez tout ce qu'il y a à apprendre pour vous. Dans le sens, alors pas dans le sens prenez-le pour vous dans le sens négatif, mais vraiment prenez-le pour vous comme une richesse. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, enrichissez-vous de tout ce que vous allez voir, que ce soit en cours, que ce soit en stage, que ce soit avec vos collègues de promo, que ce soit avec les intervenants qui vont passer. Comme je vous l'ai dit par exemple pour le module 5, il y a des conseils qui sont précieux et qui sont précieux autant dans votre pratique professionnelle, autant envers vos collègues, autant envers les enfants, autant envers les familles que dans votre vie personnelle. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde. C'est une année qui est très riche en apprentissage, qui est riche en émotions. Et voilà, vous allez apprendre des valeurs qui sont immenses, des valeurs qui, pour moi, tout le monde devrait avoir. Le sens de l'autre, le non-jugement, des valeurs d'altruisme, des valeurs immenses qui sont, pour moi, les valeurs humaines les plus importantes. Et je trouve que cette année-là, c'est vraiment le moment d'évoluer là-dessus, de comprendre certaines choses. Et voilà, pour moi, cette année-là, il faut vraiment rien louper de ça, c'est vraiment le plus important. Et je pense que de toute façon, si vous avez compris ça, ça pourra faire de vous qu'une bonne professionnelle, qu'une bonne personne dans votre vie. Et bah forcément, il y aura des bas, forcément, c'est pas miraculeux, forcément, ce que vous allez apprendre en 10 mois va pas rendre votre vie plus belle jusqu'à vos 80 ans. Mais je pense quand même que ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses sur le plan humain et voilà, ça va vous permettre d'aborder certaines situations très différemment. C'est difficile d'en parler sans que vous l'ayez fait, sans que vous l'ayez vécu. Pour moi, voilà, c'est des choses que j'ai vraiment ressenties au fond, donc c'est difficile vraiment de vous faire passer le message. J'ai même pas en fait les mots pour exprimer vraiment ce qui s'est passé intérieurement, intellectuellement, émotionnellement. Mais en tout cas, j'ai au moins le conseil à vous donner, c'est prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Et donc du coup, pour terminer cette vidéo et pour être sûre que je n'ai rien oublié, je vais répondre du coup aux quelques questions que vous m'aviez posées sur le sujet. Comme ça, quand bien même j'aurais oublié quelques informations pendant la vidéo,
je réponds aux questions principales que vous m'aviez posées. Donc on m'a posé une question sur les aides financièrement pour pouvoir entrer en formation. Toujours pareil, ça dépend des régions parce que très souvent en fait c'est la région qui finance la formation. Moi je vais vous parler de mon cas et du cas des personnes de ma classe. Ici, pour ceux qui avaient travaillé, ils touchaient leur chômage quand on avait les droits au chômage, donc ça permettait d'avoir une rentrée d'argent. Et c'est la région qui a payé l'école, parce que du coup les écoles coûtent cher, entre 5 000 et 8 000 euros selon les villes. Mais très souvent, il y a des places attribuées par la région, et dans mon cas, donc c'était la région PACA, c'est eux qui ont financé les places de chacune d'entre nous, sauf une personne qui, elle, la place était payée par son entreprise parce qu'elle travaillait déjà en crèche, et en fait c'est donc sa crèche qui lui a payé la formation. Donc là on arrive au deuxième cas, vous pouvez être payé par votre employeur si vous travaillez déjà en crèche et que votre employeur par exemple souhaite que vous évoluiez. Mais par contre vous êtes du coup contraint de continuer à travailler dans cette crèche là derrière, vous leur devez quelque chose puisqu'ils vous ont payé votre formation. Donc ils payent la formation et ils continuent de vous rémunérer. Ensuite, la région propose aussi des bourses. Alors c'est pas énorme et ça permet pas de vivre, mais ça complète toujours. Il y a des personnes qui ont continué leur cursus normal, comme tous les élèves en sortant du lycée, enfin comme les élèves en sortant du lycée qui continuent leurs études. Souvent c'est leurs parents ou c'est les bourses qui payent ces études-là. Là voilà, il y avait ce cas-là dans ma classe, il y avait des filles, donc les parents leur avaient payé des études, comme moi mes parents ont payé des études à ma sortie du bac. Je suis consciente que ce n'est pas possible pour tout le monde, que certains parents ne peuvent pas financer l'étude, mais voilà, c'est un cas aussi qui se présente. Là il y en avait, c'était les parents qui payaient l'appartement, etc. Et il y avait quand même une petite bourse de la région en plus. Ensuite, je sais que Pôle emploi peut éventuellement financer la formation, mais en général ils passent bien après et ils disent pas toujours oui, mais ça peut être aussi une possibilité à envisager. Moi, ce sont les financements que je connais. Si ça peut vous rassurer, dans ma classe, personne n'a dû payer la formation de sa poche. Par contre, il ne faut pas prendre ça pour acquis et il y a certaines écoles où les filles n'obtiennent pas de financement. Il faut se renseigner à l'avance auprès de la région et auprès de l'école. En fait, c'est l'école vraiment qui va vous répondre là-dessus. Nous, on a eu en début d'année des heures vraiment consacrées à ça où les personnes qui géraient ça venaient dans notre classe et on discutait un petit peu du financement et tout pour que tout ça soit bien tout mis en place avant de commencer la formation. Ensuite, donc j'ai une question. On me demande, est-ce que le stage est bien formé et suivi? Alors oui, moi je trouve que les stages étaient bien suivis. Nos formatrices nous appelaient à chaque fois, au mieux toutes les semaines, au pire au moins une fois par stage pour savoir comment ça se passait. On avait un bilan en mi de stage avec notre tutrice qui nous disait qu'est-ce qu'il fallait améliorer pour que le stage se passe bien, qu'est-ce qui était bien, etc. pour un petit peu se faire une idée en fait de notre note finale et surtout pour pouvoir s'améliorer avant d'avoir la note finale. Donc voilà, moi je trouve que tous les stages que j'ai faits ont toujours été bien suivis. Ensuite, alors on me demande par rapport aux horaires de stage, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger si on a des enfants? Alors ça c'est pareil, c'est vraiment propre à chaque stage, à chaque structure. Évidemment à l'hôpital par exemple ce n'est pas possible de s'arranger parce que vous allez tourner sur les tournées qui sont déjà comme ça à l'hôpital, hein. Vous allez être sur les mêmes horaires que les filles de l'hôpital. Parce qu'il faut aussi qu'on voit vraiment comment ça se passe professionnellement, comment s'organise un service. Donc voilà, à l'hôpital, les filles arrivent à 6h15, repartent à 13h45, on arrive aux mêmes horaires, on fait les mêmes tournées, on fait une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, parce qu'il faut aussi qu'on s'imprègne vraiment du milieu professionnel. Après, il y a des stages pendant lesquels vous allez pouvoir effectivement un petit peu arranger vos horaires, donc ça va être surtout en crèche. Moi en foyer par exemple, c'est même moi qui ai fait mes horaires, on m'a donné ma feuille et puis mon directeur de stage m'a dit bah voilà je te laisse faire tes horaires. Après il a fallu quand même que je sois un minimum professionnel et que j'essaye de tourner sur tous les horaires possibles pour pouvoir voir en fait tout ce qui était possible de voir dans cette structure là. Mais voilà, du coup ça va dépendre de tes stages. Après par exemple tes horaires de cours tu peux pas les changer, donc ça va être aussi des fois pareil pour tes horaires de stage. Ensuite on me demande, j'aimerais savoir s'il est possible de s'absenter pour des rendez-vous administratifs durant la formation. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, chez nous c'était niet. Les absences c'était 0. Il fallait tout rattraper. J'ai dû m'absenter pour un enterrement, donc un décès, qui était en plus à 5 heures de route de chez moi. J'ai dû rattraper toutes mes heures. Que ce soit en stage ou que ce soit en classe, on devait rattraper toutes nos heures.
En début d'année, elles ont été un petit peu souples pour tout ce qui concernait la formation, c'est-à-dire que si on avait des rendez-vous avec Pôle emploi ou avec la région, avec la mission jeune, par rapport à la formation, on n'était pas obligé de rattraper. Mais ensuite, tout ce qui était absence personnelle, que ce soit un décès ou juste une maladie, on devait rattraper toutes nos heures parce qu'en fait, pour valider notre diplôme, il fallait qu'on ait fait exactement les heures à faire pour la formation. Alors ensuite on me demande comment as-tu fait tes démarches de soins, donc là je répondrai que je vous ferai une vidéo là-dessus dès que je pourrai. Je sais pas dans quel ordre je vais faire mes vidéos parce que du coup j'ai aussi prévu de vous faire une vidéo par stage, je vais vous faire donc une vidéo sur la MSP, enfin j'ai toute une liste de vidéos à vous faire, mais promis je vous en parlerai dans une vidéo assez rapidement. Et ensuite on me demande, est-ce que tu révisais au fur et à mesure, est-ce que tu te souviens le contenu de tes évaluations? Donc pour les révisions, c'est pareil, je vais vous faire une vidéo, mais vraiment j'ai beaucoup de vidéos à vous faire. Je vais vous faire en fait une vidéo sur mon organisation au niveau des cours, comment j'ai révisé, comment je m'y suis prise, le matériel dont j'ai eu besoin. Et pour la deuxième question, donc le contenu de mes évaluations, donc, j'ai essayé de vous en parler le mieux que je pouvais. Après comme je vous disais, d'une école à l'autre c'est pas la même chose, et puis franchement je me souviens pas de tout, vraiment mot pour mot, je crois pas que je les ai gardés, donc du coup je pourrais pas vous redire exactement le contenu de chaque évaluation, mais voilà, je vous ai un petit peu déjà fait un topo de ce qu'on vous demandait. Et ça, vraiment, ça dépendra de votre école. Le mieux, en fait, c'est de demander à des filles des promos d'avant de votre école parce que c'est vraiment différent d'une école à l'autre. Ensuite, pour répondre rapidement, si je révisais ou pas au fur et à mesure, oui, j'ai quand même essayé de réviser au mieux au fur et à mesure. Et surtout, mon gros conseil, c'était d'écouter en cours et du coup d'assimiler le plus de trucs en classe. Et enfin, sans forcément écouter hyper attentivement, mais au moins de s'investir quand vous faites des travaux pratiques, etc. Essayez vraiment de comprendre, même en posant des questions, en étant dans le dialogue et tout, du coup les informations elles vont beaucoup plus facilement rentrer. Et sur le lieu de stage aussi, en fait, il faut pas laisser ses cours de côté, il faut toujours arriver à remettre son cours en lien avec son stage. Et je trouve que du coup c'est comme ça qu'on apprend le mieux parce qu'on a l'image, on a toute la pratique en face de nous et le jour où on est devant l'évaluation, bah du coup on va se souvenir, ah mais oui c'est vrai en stage j'avais tel enfant de tel âge, il jouait à tel jeu, donc quand on me pose la question dans mon évaluation, quel jeu peut-on proposer à un bébé de 6 mois, et ben on remet en lien avec nos stages et ça c'est une des astuces les plus importantes pour pouvoir réussir ces évaluations. Voilà, du coup, la vidéo elle est super longue, j'espère que je vais arriver à monter ça en un truc pas trop long et pas trop chiant. Je suis vraiment désolée mais j'avais beaucoup d'infos là-dessus, vous aurez compris, je vais être obligée de faire d'autres vidéos pour vous parler du reste parce que tout dans une vidéo c'était pas possible. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, je vous remercie de continuer à me suivre alors que je vous avais un petit peu abandonné pendant toute cette année. Vous avez été très nombreuses à réagir à mon retour et ça fait très plaisir, c'est très encourageant. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite parce que j'ai plein de choses à vous raconter encore et je vous souhaite une belle journée.